Un format différent, nous innovons. Avec une table ronde où j'ai 3 personnalités, Kevin, Ben et vous. Voilà. Donc, et j'ai 5 questions. Donc on y va comme ça, systématiquement. Okay. L'ensemble du temps d'échange va porter autour de la formation. Donc BAFA, mais pas que, toute la formation continue qu'on peut vivre en tant qu'animateur. Des colos en général, enfin animateur ou colo, on pourra étendre, on verra. Est-ce que cette formation nous semble adaptée à la hauteur des enjeux des colos et voilà, de tout ce qu'on raconte. Voilà un peu le sujet et on va le résoudre de façon brillante, j'en suis sûr. Donc, bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que tu penses donc que le format de la formation prépare vraiment les futurs animateurs à la réalité de la vie en colo ? Alors sur ce point-là, je pense qu'il y a plusieurs choses à aborder. Déjà, il y a un contexte qui a un peu évolué ces dernières années. Parce que, pour recontextualiser, en 2020, on a du coup la fin du monde, mais la fin des colos, surtout pendant la période de l'été. On a la fin des formations BAFA pendant 1 an qui se stoppent. Tout ça s'arrête pendant 1 an et reprend difficilement après le Covid. Et on sait qu'un animateur a à peu près une durée de vie. Pour la plupart, la majorité, c'est de 3 ans. En général, on a son BAFA, on fait 3 étés. Enfin, 3 années d'animation, et après, il y a les études qui arrivent, la poursuite d'études, et on arrête progressivement l'animation. Alors, je sais que c'est sûrement pas votre cas autour de ici, mais pour beaucoup, c'est le cas. Et du coup, le fait que les formations s'arrêtent pendant 1 an et demi, 2 ans, a créé une pénurie d'animateurs diplômés dans le paysage, en tout cas français. Et du coup, il y a eu une forme de réponse de l'État, en tout cas par rapport à ça, qui n'a pas été la bonne, d'après moi en tout cas, qui est le passage à 16 ans. En fait, ça ne répond pas à la problématique, le passage du BAFA à 16 ans. Moi, ça me questionne pas sur la question de la maturité, parce que, je préfère en parler maintenant, parce que 16 ans, 17 ans, on peut avoir des enfants, des jeunes qui soient aussi matures à 16 ans que des adultes de 25 ans, des fois, et vice-versa. Mais il y a quand même une question, du coup, dans la formation, en tout cas, qui arrive et que moi, j'ai découvert de plus en plus. C'est, en fait, à 16 ans, on n'est pas des fois aux mêmes étapes de préparation dans sa vie, notamment, moi, en tout cas, d'après moi, à 17 ans, en fait, l'âge du 17 ans prépare un peu aux 18 ans qui arrivent, un peu à la majorité. On nous prépare aussi avec le bac pour beaucoup, avec une échéance pour aller vers les études supérieures, peut-être à quitter pour certains la maison. Donc il y a un peu un passage à l'âge adulte, en tout cas peut-être à 17 ans, et à 16 ans qui sont moins ces questions-là. Et nous, on l'a constaté en formation, des fois un décalage par rapport à ça, et notamment avec la question de partir pour la première fois, en fait, de la maison à 16 ans. On a été confronté à énormément de stagiaires qui ne partaient pas, du coup, qui n'étaient jamais partis de la maison et du cercle familial, et qui se retrouvent chez nous à Vitacolo, par exemple, sur des BAFA en internat, des fois à plus de 300-500 km de chez eux, et qui se retrouvent en internat et qui sont un peu paniqués de la vie en collectivité. Et de vivre en collectivité pendant une semaine, H24, avec une intensité de formation qui commence à 8h, qui se termine à 22h. C'est assez intense. Et en fait, on a eu aussi des rapports aussi avec les parents qui s'est rajouté. Et donc, du coup, pour revenir sur la question de la formation, ça s'est ressenti. Et il y a pour moi, un décalage du coup qui se crée entre l'internat et l'externat. J'ai prêché ma paroisse. Je suis pour la formation en internat parce que du coup, justement, on a cette vie en collectivité, cette expérimentation de la vie en collectivité en formation. Et je le dis pour la première fois pour beaucoup, même pour des stagiaires plus âgés qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, découvrent pour la première fois la vie en collectivité, l'émancipation avec la famille, de penser un peu de penser par soi-même des fois, parce qu'ils n'ont pas expérimenté les colos, etc. Ils n'ont jamais vu une colonie de vacances
avec eux. Donc, je pense que la formation aujourd'hui, elle répond pas forcément à des enjeux de colonies de vacances. Quand on voit des stagiaires qui ont vécu que de l'externat et qui débarquent pour la première fois, du coup, dans les colonies de vacances, ils sont complètement désemparés parce que eux, leur seul modèle qu'ils ont eu jusqu'à présent, c'est du coup le centre de loisirs, ou pas du tout, ils n'ont jamais vécu d'animation. Ils ont fait un BAFA en externat qui commence à 9h et qui se finit à 17h. Et du coup, 9h, 17h, et à 17h, on arrive, ils partent chez eux, ils rentrent chez eux, ils font leur vie, ils mangent leur repas et ils reviennent le lendemain. Et du coup, cette expérience de la vie en collectivité, elle est pas abordée. Et pour moi, le deuxième point aussi par rapport à ça, c'est les durées de formation, mais peut-être que je reviendrai un peu peut-être après sur ça, mais en fait, c'est très court, ces temps de formation BAFA. Moi, j'ai toujours eu du mal à caler tout ce que j'avais envie de caler dans une formation BAFA, dans une grille, même en internat, où en fait, on avait des 8h, des 8h, 22h malgré tout. Mais entre la pratique et la théorie, et en fait, on n'arrivait pas à tout caler. C'est pour ça que nous, on avait fait un choix stratégique à Vitacolo de rajouter un jour de plus en appro. Et c'est comme ça aussi que notre habilitation avait été validée et qui a été reconduite là en décembre, juste après la décision d'arrêter Vitacolo, que du coup on avait un jour de plus sur notre appro et du coup on pouvait prolonger un peu le plaisir du stage un peu plus longtemps. Voilà. Ben, tu veux que je te répète la question ? Est-ce que le format de la formation prépare vraiment les futurs animateurs à la réalité de la vie en colo ? Je pense que beaucoup a été dit et il n'y a pas besoin de remettre des couches, mais il y a, juste pour avoir ça en tête, il y a des expérimentations qui ont pu être faites par certaines de changer le format, de faire du stage en alternance, un stage de base avec du centre aéré ou de la colo en même temps, sur des lieux communs où c'est pas des membres de l'équipe à part entière, mais quand même ils se retrouvent 2 jours de théorie comme on les connaît, théorie pratique mais sans enfants, pour aller après 2 jours sur un stage pour revenir. L'analyse de ces choses-là ont montré quand même justement une meilleure préparation à la réalité, mais je ne sais pas si on aura le temps de discuter, les décisionnaires, ceux qui habilitent et qui autorisent et qui machin, ne veulent pas entendre actuellement une autre forme que base pratique appro, quoi. Donc ça, c'est aussi peut-être une problématique à réfléchir à un moment de quel militantisme on peut avoir pour essayer de faire d'autres formes, sans tout révolutionner, mais d'autres formes, quoi. Voilà. Mais donc pour moi, non, ça répond que partiellement aux enjeux de partir en colo. Et je sais pas, vous, votre retour d'expérience personnelle, mais enfin, moi je suis sorti de mon stage de base, 10 jours après j'étais en colo, la claque, quoi. C'est une bonne claque, hein, mais la claque. Ça me fait réagir. Nous, on s'est fait toper par la Dragès sur une expérimentation qu'on avait mis en place sur un BAFA croisé basé à appro. En fait, la réalité de notre activité faisait qu'en fait, on était en difficulté de recrutement et d'équipe, etc. Et du coup, des fois, dans la difficulté, on essaie d'innover. Et du coup, on a fusionné un base et un appro. Du coup, en fait, on avait des troncs communs. En appro, en fait, on reprolonge un peu la base. Donc, il y a des troncs communs qui se forment. Et du coup, on a mixé du coup base et appro. Sur certains temps, en fait, on a construit une double grille où les appros allaient plus loin forcément sur certains sujets et du coup voilà. Et en fait, il y avait une vraie richesse des Duc Pop, je trouve, où ceux qui avaient passé leur pratique apportaient aussi du contenu aux bases et il y avait vraiment un échange de regards du coup sur ces temps-là. Sauf que quand l'inspecteur est arrivé, il a dit alors c'est génial, franchement, je crois en ce que vous faites. Par contre, ne le marquez pas dans votre habilitation parce que les vieux de la vieille ne comprendront pas pourquoi vous faites ça, et en fait, vous allez perdre votre habilitation, ne le faites surtout pas. Et pourtant, on a fonctionné ça comme ça 2 ou 3 fois, et c'était d'une richesse inouïe. Mais pourquoi c'est quoi le risque ? Ça rentre pas dans les cases, c'est tout. Franchement, ça rentre juste pas dans les cases et dans les habitudes. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est que on n'a pas l'habitude, donc on ne fait pas. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi, mais dans un gros truc à l'USCV. Mais par contre, du coup, il n'y avait pas Genesis Sport qui passait et qui leur désarrive. Mais ça se faisait souvent quand même. Et comment toi tu l'as vécu du coup ? C'était intéressant. Après, parfois, ça dépendait de comment c'était mis en place. Il y a des fois où c'était mis en place où il n'y avait pas forcément d'apport. Où les BAFA 3, il y avait un peu un BAFA 1 sans vrai apport en plus, sans analyse.
et où il y avait un brouillon. Je pense que quand c'est bien fait, ça va être un vrai effort. Mais il pouvait y avoir aussi risque parfois de juste un espèce de bootmap où ceux qui reviennent juste rien de plus et les autres ont mal à se tuer. Mais je pense que c'est un but. Donc moi j'ai aussi eu des ressources que en fait les inspecteurs étaient assez ok avec ce forme de stage parfois assez fermement. Enfin je pense qu'il faut pas non plus avoir trop peur de se dire ah bah on va pas forcément se faire retoquer en inspection. Enfin, moi du coup j'ai eu des ressources de l'IFOREP qui font des systèmes comme ça. Alors c'est plus des stagiaires qui vivent sur site et qui font des formes d'observation dans une colo. Et pour le coup les inspecteurs disaient pas grand chose. Après du coup il y a eu un gros problème économique il faut avoir un bâti il faut avoir une salle de formation à côté des colos, etc. Et je pense que j'ai l'impression que c'est du coup aussi pour l'économique plutôt sur ce forme de stage aussi. On passe à la deuxième question du coup. Alors, je l'ai travaillé ici. Comment mieux former les formateurs à accompagner les situations de non-validation d'un stage, à la fois sur le plan pédagogique et humain? Moi, c'était une vraie problématique, cette question de la non-validation. J'ai atterri il y a 2 ans au jury BAFA, dans le Rhône. Je tombe de ma chaise. Il y a très peu de non-validation de stage BAFA, déjà. On est 5-6 organismes autour de nous, et ce qui représente... en termes de candidats, des fois, on avait 200-300 candidats et aucune non-validation de stage, ce qui me questionnait un peu. Et après, dans un deuxième temps, quand il y avait des non-validations de stage, des fois, ça tenait en quelques lignes. Mais en 3 lignes, 4 lignes, très peu détaillées, très peu argumentées et blindées de jugement, en fait. Enfin, vraiment rempli de jugement et très peu de choses factuelles. En fait, il y avait beaucoup d'interprétations. Hier, on parlait de CNV. Il y avait beaucoup d'interprétations, du coup, dans les avis de stage. Et en fait, moi, je n'étais pas du tout OK avec ça. Et en fait, pour moi, on ne peut pas on ne peut pas accepter cet avis de stage si la non-validation tient en 3 lignes. Pour moi, ça nécessite un rapport, et un rapport argumenté, détaillé, à la journée. Et en fait, nous, on avait notre démarche à Vitacolo, c'était dès qu'on avait un stagiaire qui était on sentait qu'il avançait vers une non-validation, on mettait tout un bas le combat, on va dire, tout un process pour accompagner ces stagiaires à réussir son stage, déjà. Mais on commençait, nous, de notre côté, à rédiger déjà, à noter jour par jour le détail de ce qu'a fait ce stagiaire, etc. Et on s'était relu par les formateurs pour que ce soit le plus factuel possible. Des fois, ça arrivait qu'entre formateurs, on écrive quelque chose, pourrait mieux faire, ça ne veut rien dire. Pourrait mieux faire, ça veut rien dire, on retient. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a fait ça, ok, on note ce qu'il a fait. Et du coup, c'était tout un débat en jury BAFA pendant longtemps, je pense que pendant 1 an. En fait, j'ai été un peu le vilain camarade de la tablée pour dire, en fait, pour moi, c'est pas ok. Et à chaque fois, en fait, je mettais mon veto sur le fait que cet avis de stage passe ou pas. Du coup, en fait, au bout d'un moment, on a réfléchi à un truc, et du coup, on a réfléchi à une trame commune. Du coup, à un document commun, qui aide tous les organismes, tous les OF à rédiger du coup un avis de stage non validé. C'est un peu un texte à trous au début pour mettre de la forme, et après forcément le contenu se rajoute à la journée dans ce document-là. Pour moi, un rapport de NONSAT, ça doit faire entre 2 et 3 pages minimum, parce qu'on détaille vraiment ce qu'a fait le stagiaire selon aussi le regard des critères de validation du stage. Et c'est surtout ça, les critères de validation du stage BAFA. C'est pas nous qui décidons les critères, c'est Jeunesse Espoir qui ont déterminé des critères de validation. Et en fait, c'est par rapport à ces critères-là qu'on évalue un stagiaire dans son parcours. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a eu vraiment une bataille au niveau du jury BAFA pour amener cette question-là de comment on amène la non-validation, etc. Après, il y a la question de comment on accompagne un stagiaire qui est non validé. Pour moi, c'est vraiment une défaite du formateur en premier de ne pas réussir à accompagner un stagiaire à sa validation du stage. Ça, c'est comme ça qu'en tout cas, moi, je le perçois. C'est que je n'ai pas réussi à amener ce jeune à répondre aux critères. Est-ce que j'ai, du coup, à me poser la deuxième question de est-ce que j'ai mis tout en place?
Et souvent, moi, je suis arrivé dans des BAFA, même à Vitacolo. Pourtant, c'est moi qui accompagnais les formateurs et les responsables de formation. Au fait, quand j'arrive sur le stage et on me dit, est-ce que tu as déjà eu un point individuel avec ce stagiaire, par exemple? Ah non. Est-ce que tu lui as mentionné qu'il était pas dans la bonne direction? Ah non. Ok. On est à quel jour? On est à J5. Oui, en fait, tu l'as pas aidé, tu l'as pas accompagné, et en fait, tu ne peux pas l'invalider. En fait, sauf s'il y a une grande, un grand danger, imminent ça se rediscute. Mais en fait, pour moi, à J5 ou à J6, le stagiaire ne peut pas découvrir qu'il est pas dans la bonne direction parce qu'en fait, on n'a rien mis en place. Donc, il y a une vraie question d'accompagner, les formateurs et les responsables de formation à travers des week-ends de formation, et qu'il y a un vrai module, je pense, d'après moi, sur la question de la non-validation et de la validation déjà, mais de la non-validation et de l'accompagnement et des objectifs qu'on peut mettre en place. Concrètement, quand j'avais un stagiaire qui n'allait pas dans la bonne direction, des fois à J2, pas le jour d'arrivée, mais à J2, je prenais un temps avec lui de discussion, de savoir comment il va déjà, parce que peut-être qu'il est pas du tout bien là où il est. Encore une fois, des fois, on a des stagiaires qui découvrent la vie en collectivité pour la première fois. On en discute et après, on met des objectifs journaliers. On accompagne vraiment le stagiaire de manière journalière tous les jours. Et pour qu'en fait, quand il a la réponse à la fin et qu'il reçoit le document en disant « t'es pas validé », c'est pas une surprise. Il le sait déjà, en fait. Il n'y a pas de est-ce que j'ai mon diplôme du bac ou pas? En fait, non, je le sais déjà depuis quelques jours. Et voilà. C'est aussi comme ça qu'on accompagne, en fait, aussi bien les formateurs, mais que le stagiaire, aussi d'une manière un peu humaine aussi, les stagiaires à avancer dans leur parcours, quoi. Et c'est pas un échec de rater son stage BAFA, hein. On peut revenir, le repasser, et il n'y a aucun problème. Je parle longtemps. Peut-être pour compléter aussi, il ne faut pas oublier que dans le cursus de formation, il y a le stage pratique. Moi, en fait, sur ce que tu dis, on est régulièrement confronté à la même chose, à des directrices qui ne font pas leur taf de formation et qui se retrouvent à la fin d'un séjour à dire en fait, je te valide parce que j'ai pas fait mon taf. Alors qu'en fait, tu devrais ne pas être validé là, à l'état actuel des choses, mais on aurait dû en parler il y a 10 jours, 15 jours, et comment. Voilà, on se donne les moyens à un moment alors tout, je sais pas à quel point on peut être... tout ne repose pas non plus sur les compétences des formateurs. Il y a des stagiaires qui ne sont pas, à ce moment-là de leur vie, faits pour valider un stage, quoi. Et ça reste OK. Il n'y a pas que on a mal fait notre boulot. Mais si on ne l'a pas fait et qu'à la fin on valide, il faut se dire que si les 3 étapes se passent comme ça, après, qu'on ne soit pas surpris aussi de se dire il y a des diplômés où il y a un problème en fait, dans leur posture, dans leurs compétences. Donc on a une vraie responsabilité dans les 3 étapes de la formation BAFA. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour vraiment former, accompagner, et comment à un moment on dit stop, tu es non satisfaisant et pour telle et telle raison, et ne travaille pas actuellement avec des enfants, ou reprends ton cursus pour être opérationnel avec les enfants, quoi, pour pas mettre les gamins en danger, quoi, en gros. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a comme s'il y avait une machinerie en fait de la formation qui fait qu'on a du mal à accompagner chacun individuellement, peut-être perdu dans les critères, dans le stage, dans les jurys, accompagner aussi le directeur BAFD à accueillir, en colo, à accueillir un jeune qui en plus a 16 ans, donc c'est un enfant légalement, qui va avoir sa première expérience d'animateur ou d'animatrice. Peut-être que sur ça, parce que là on a toutes les cartes en main dans le sens où on est à la fois formateur, les organismes de formation sont aussi bien souvent les organisateurs d'ACM, et donc qu'est-ce qui manque en fait pour bien accompagner alors c'est pas dans les questions, mais voilà, je réagis par rapport à ce que vous dites. Qu'est-ce qui manque pour faire correctement pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on a la main, quoi. C'est le premier. Je pose la question à tout le monde, à vous aussi. Mais moi, je dirais que moi j'ai fait le constat avec des stagiaires BAFD qui n'ont pas ou peu conscience de leur rôle formateur. Des BAFA stagiaires, quoi, et de la formation continue dont on parlera après, mais des BAFA stagiaires. Et je pense qu'on a aussi une responsabilité quand on est volet organisateur
de former les directeurs qui n'ont pas été formés pendant leur cursus BFD ou mal ou peu c'est quoi accueillir, accompagner, former un stagiaire le temps de ta colo quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu tous les maillons de la chaîne où soit on se renvoie la balle, soit on se rend pas compte de nos responsabilités, mais ça reste pas évident. Enfin, travailler avec des stagiaires, voire des diplômés BFD qui n'ont pas cette vigilance et cette intention de vraiment former, qui se dit bon, il est stagiaire, il va apprendre, à la fin il sera SAT ou non SAT quoi. Ah non, en fait, c'est pas ça le boulot. Mais c'est bizarre parce qu'on est dans l'EducPop, donc on pourrait penser qu'on s'est accompagné. Il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose de pourri dans ce mécanisme-là. Enfin, pour avoir travaillé dans d'autres organismes en formation BAFA, en fait, c'est tellement une machine à fric, le BAFA. Faut aussi le dire que c'est aussi une machine à fric pour beaucoup d'organismes qui ont, et donc du coup, ils font tellement de BAFA, tellement de stagiaires que le nombre de formateurs et de responsables de formation ne suit pas. Et donc du coup, moi je me suis pointé en disant j'ai envie de faire du BAFA, ok très bien, tu viens demain. Et en fait, je n'avais jamais formé de ma vie. Et donc du coup, on arrive sur une formation, on est plus de 40 stagiaires, on est 4, et en fait on me lance et on balance comme ça. Parce qu'en fait, il y a un besoin. En fait, dans les deux sens, il y a un truc au niveau des formateurs qui on envoie au casse-pipe des formateurs non chevronnés à mener des temps sur la liberté, autorité, sanction, sur toutes ces choses-là. En fait, ils ne maîtrisent pas eux-mêmes, qui n'ont pas été formés en amont par des week-ends de formation des formateurs, etc. Et il y a déjà ce taux d'encadrement, pour moi, de 1 pour 10 stagiaires. Alors, ça, c'est mon point de vue très personnel. Je sais que on peut pas accompagner, en fait, d'après moi, 1 pour 10 en formation. Si on veut vraiment faire de la qualité, il faut réduire ce taux d'encadrement de formateurs à du 1 pour 5, par exemple. Si on veut vraiment mettre de la qualité, et si on veut vraiment mettre les moyens pour dire entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, je sais plus dans quel sens on dit la phrase, mais voilà, si on veut vraiment mettre les moyens, il faut minimum du 1 pour 5, du 1 pour 7, parce qu'on a dérivé sur ça à Vitacolo, faute de finances aussi. Mais voilà, il faut mettre des moyens aussi dans les équipes, les former, voilà, au préalable, quoi, parce qu'en fait, sinon, en fait, on envoie des stagiaires, on envoie des formateurs au casse-pipe, sans avoir été accompagnés, quoi. Donc, ouais, aussi Anaïs. C'est plus en mode questionnement parce que, je crois que j'ai jamais fait de formation, j'ai fait un faux week-end de formation de formatoriste. Et du coup, cet été, quand j'ai eu mon premier stage à accompagner, un stage pratique, heureusement que j'avais des docs pour me permettre de m'orienter, de faire mes entretiens avec la personne. Mais tu vois, est-ce que ça veut dire que dans mon cursus BFD, il y a un manquement de ce côté-là où en fait, j'ai pas du tout eu de temps sur comment accompagner un stagiaire, comment réaliser des associations. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est de la faute du coup de l'organisme qui propose le BFD ou c'est généraux et ça passe tout le monde? Peut-être juste pour sonder la salle, dans celles et ceux qui ont un BFD ou équivalence, qui est-ce qui a été formé à former? Pourtant, il me semble que Est-ce que tu as été formé à accompagner des stagiaires? Voilà, ça répond peut-être aussi à... moi, j'ai pas levé la main parce que je fais partie de ces gens-là, c'est très clair, quoi. On apprend en faisant, c'est là-dessus. Pour moi, il y a... Pardon. Ouais, je suis pas fait la dernière partie, moi. J'ai été là pour bloquer la base, je suis là pour pas. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup tourné autour du projet et de la réflexion de ce truc-là. Et ça donnait pas envie quand je voyais ceux qui faisaient d'AFD 3, là. Franchement, il y avait un naze de leur semaine. C'était, c'est quoi, permettre de nous autoriser, tu vois, genre, c'est comme ça, ça. Donc, je pense que ça revient aussi. En fait, si on reprend les fonctions du directeur, il y a une fonction qui s'appelle accompagner les équipes et notamment accompagner les stagiaires en formation. Donc déjà, moi, il y a une responsabilité au niveau des formations de BFD. C'est ce que tu disais. Là, en fait, on peut être responsable de formation BFD, de BAFA. Un BFD peut être responsable de formation BAFA sans avoir appris à être formateur lui-même. Mais il y a aussi le fait, donc il y a la responsabilité des formations, il y a la responsabilité des organismes d'apporter des temps de formation sur l'accompagnement des stagiaires, des contenus, d'avoir des trames, des documents, des questions qu'on se pose sur le terrain et dire qu'est-ce que je fais à ce moment-là, avoir un interlocuteur au téléphone quand on est en stage, en formation, sur un séjour, dire j'ai un problème avec un stagiaire,
à qui je peux parler qu'avec moi-même. Donc du coup, à qui je peux me référer, etc. Donc il y a une responsabilité des organismes à avoir aussi, mettre les outils en place. Et c'était quoi ta question? C'est ça? Ok. Et c'est ça, comment combler ce manquement-là, à qui s'adresser quand... Là, heureusement, parce que c'était une super stagiaire et j'ai pas eu, par exemple, à faire en stats, vraiment femme. Mais dans le cas contraire, j'avais pas les outils ou les éléments pour le faire parce que j'en ai jamais fait, j'en ai jamais vraiment vu. Et vu, même en formation d'AFA normale, il y a pratiquement personne en vrai qui est non validé, c'est très rare. Et pourquoi c'est très rare? C'est quoi les critères vraiment pour dire à quelqu'un là, ta base, ton afro, il est pas validé Effectivement, je me dis qu'en fait, bon, ça date un peu, mais moi, c'est pareil. On apprend, enfin, la première fois, c'était, j'ai participé à une équipe donc de formateurs coordinateurs. Après, je les ai analysés et je me souviens sur la validation, la non-validation. Tout au début, j'avais validé un BAFA. À l'époque, on refusait un peu l'usage, c'était on refusait à peine ou très rarement les BAFA parce que il y avait un rapport à faire et on mettait une appréciation en fait imitative un peu et ce qui faisait un peu appréciation. C'était un peu comme ça et je me souviens avoir validé un BAFA d'une animatrice sur un camp qui c'est vraiment limite. Elle fait bon bref plein de choses factuelles mais que j'avais bon et puis je l'avais. Ça devait être une imitation aux petits, à des petits. Alors, je ne sais même pas maintenant, après coup, c'est un peu idiot de dire les petits comme si c'est moins. C'est moins quand même. Bref. Mais je m'étais dit, parce qu'après j'avais appris qu'il y avait plein de trucs. Elle était sortie avec un jeune, il y avait eu des trucs. Bon. Et là, je me dis, non, mais il faut remettre du sérieux, du suivi, dans le suivi des stagiaires sur les stages pratiques surtout. Et enfin, dans l'ensemble. Et il m'est arrivé plus tard, une autre structure, mais là c'est une structure locale, une amicale laïque d'une ville, et sur un stage pratique, j'avais parlé avec un... donc là c'était le stage pratique, et le jeune, c'était un jeune local, et en fait, là j'avais vraiment fait avec des repères tous les 2 ou 3 jours, sur 2 semaines, et il donnait pas grand-chose, il était avec son portable, alors, je ne sais plus exactement, mais là j'avais noté justement, parce que je m'étais mis une pratique comme ça depuis, et j'avais refusé le BAFA, et il y avait eu, je ne sais plus, un mois plus tard, donc c'est des administrateurs locaux, et un des administrateurs m'avait demandé sur un temps de rencontrer le père du stagiaire, qui était un médecin, un notable un peu local, et les administrateurs de l'assaut étaient embêtés parce que et donc je lui ai dit, je lui ai expliqué, c'était factuel parce qu'il y avait un suivi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une commande client un peu quand c'est une collectivité ou quand c'est ne pas valider un stage, il y a une pression, il y a un côté et le médecin en question l'avait très bien expliqué en disant, l'avait très bien exprimé du coup en disant mais c'est pas mon fils, il est capitaine de son équipe de foot, je sais pas quoi, des trucs un peu hallucinants, mais c'est le BAFA, quoi, c'est comme le stage de 3e, c'était un peu et je me dis que il y a une vraie formation maintenant, il y a quelques temps, mais avec un suivi comme ça, c'est vrai que là, je me dis que même sur des instances comme ça, ou mettre des outils ou des méthodes pour toutes les étapes, ça serait, ça soulagerait en fait un moment, un refus, quoi. C'est-à-dire avec un suivi. Ça diluerait la décision peut-être. Le coup de la patate chaude que tu racontes un petit peu en disant c'est pas moi en tant que formateur qui vais non valider parce que ça va être le bordel, on va me demander des rapports, il va falloir que je me justifie, etc. Donc je mets un truc restrictif pour dire en gros le directeur, je t'ai marqué qu'il était nul en vrai, tu fais ce que tu veux si tu l'embauches. Moi je l'ai fait. Mais et du coup tout ça et puis après le directeur qui est pas formé à l'accueillir. Le problème de recrutement, il fait que tu l'accueilles quand même, et puis t'as pas le temps, parce qu'en vrai, t'as pas le temps de l'accueillir en vrai, il fait le même boulot qu'un animateur normal. Et tout ça, ça contribue aussi, je pense, c'est lié avec ce qu'on disait hier. Pour moi, c'est créer des situations qui font de la violence éducative ordinaire. C'est un truc qui me questionne un peu, parce que c'est vrai que
C'est un peu la même situation que ce qu'on avait vécu, où moi c'est plutôt du côté formateur, où on forme et en fait là on sait pas trop, c'est-à-dire là on se dit bon en BAFA 1 il va se faire retoquer au stage pratique, et au stage pratique il va se faire retoquer en BAFA 3, et en BAFA 3 il va se faire retoquer par le jury, et au final il passe, il se repose sur le terrain, et en même temps il y a ce côté-là où si jamais on fait pas un rapport sur le stagiaire, le jury nous dit là je suis désolé mais c'est pas, on sait pas trop pourquoi vous l'avez invalidé, et du coup et donc il y a ce double truc un peu de est-ce que on se le sent, est-ce que là c'est un truc qui questionne pas mal ce système-là. Moi j'ai un peu du mal avec ce truc-là de laisser passer un stagiaire. Quand on est en base, un peu la mention encouragement qu'on donne qu'on donne aux stagiaires de base pour aller en appro. À titre très personnel, je me sens j'ai une sorte de responsabilité interne de me dire s'il répond pas aux fonctions, aux 5 fonctions de l'animateur, et qu'au fait on peut avoir des prémices et dire on va dans la bonne direction, mais moi j'ai déjà vu des formateurs BAFA valider un stage de base où la fonction 1 n'était pas assurée sur le stage, et la fonction 1 c'est assurer la sécurité physique et affective. Et ça c'est pas possible de laisser passer un stagiaire aujourd'hui, et pourtant c'est le cas dans beaucoup d'organismes où il peut avoir 3 fonctions sur 5 de valider, ils disent que c'est la moyenne, ok on laisse passer. Non, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Pour vous dire, nous on a fait l'habilitation en septembre, je voulais dire 2 choses, on a renouvelé notre habilitation en septembre, on l'a eu 3-4 ans, 3-4 fois le renouvellement, et on a eu ce truc de faire un peu de stats, de dire sur notre taux de réussite, etc. Nous on avait 9% de non favorables par année, sur le BAFA à Vitacolo, sur les 200 stagiaires qu'on recevait. C'est une stat qui n'existe nulle part, 9% de non réussite au BAFA, et c'est extrêmement, ce que me disait le SDEJ, que c'était extrêmement rare qu'il y avait ça, et qu'il y avait une rigueur du coup par rapport à ça qui a été mis en place à Vitacolo. Et je voudrais démystifier un peu le jury BAFA 2 secondes. Le jury BAFA, on ne parle pas de stagiaire BAFA. C'est ça la vérité. On ne parle pas de jury, on ne parle pas de stagiaire. En tout cas, dans le Rhône, je sais que il y a des méthodes différentes selon les régions. Dans le Rhône, je suis un peu tombé de ma chaise. Je pensais arriver, avoir un dossier avec les avis de stage, et du coup, on peut parler des stagiaires, etc. Pas parler sur les stagiaires, mais par rapport aux avis de stage, on ne parle pas. C'est juste un lieu de rencontre entre OF, organisateurs de formation, pour discuter, de se parler des nouvelles annonces qui vont tomber, mais on ne parle jamais des stagiaires, et on nous donne un document à la fin à signer disant on valide le PV de la séance. Et alors là, la première fois que je vois ça, je fais non, on va se repenser sur la fonction première de ce jury. Et moi j'ai lu, vous allez m'envoyer les avis de stage, et je vais les relire, même s'il y en a 200, je vais les relire, et dès qu'il y a qu'une ligne ou qu'une phrase d'avis de stage, c'est pas ok, je vois pas les fonctions de l'animateur. Pour moi, c'est important de voir ces 5 fonctions dans l'avis de stage. Et donc, du coup, j'aimerais bien, au moins, à travers l'avis de stage, on puisse voir où en est le stagiaire vis-à-vis de ces fonctions de l'animateur. Je sais que ça fait pas consensus, ça, se baser sur les fonctions. Hein ? Mais moi, tu vois, je les connais pas, par exemple. Non, parce que je m'y intéresse pas trop. Et tu vois, pour moi, répondre à... pour moi, c'est un peu la même chose que travailler sur la méthodologie de projet. Tu vois, c'est un peu... t'enfermer dans des cases, alors que c'est des humains. Déjà, dire... pour moi, qui je suis pour dire que cet humain, en fait, ne peut pas participer à un projet, à un lieu éducatif quel qu'il soit. À partir du moment où il n'est pas dangereux, tu vois, par exemple, où il n'est pas... y a plein de gens qui sont pas, moi y compris, je pense, qui répondent pas tout le temps aux fonctions d'animation, et c'est pas forcément... comment dire ? Moi, je suis plus attentif au parcours de formation, par exemple, d'un stagiaire, et parfois, il n'est pas encore... Et puis j'ai vu aussi, j'ai fait des formations BAFA aussi pendant un temps, beaucoup,
J'ai vu des formateurs, j'aurais pas mis 1 euro sur le fait qu'il soit un animateur correct, juste. Et du coup, avec un peu de conscience, je les prenais, moi. Dans mes équipes de centre de loisirs, on a fait ça longtemps avec Véro. Alors, ça n'a pas marché tout le temps, hein. Mais il y en a, on était étonnés, quoi, en disant, putain, mais alors lui, il remplissait aucune des cases, quoi. Et sur le terrain, il est génial, juste génial. Parce qu'il ne conscientise pas forcément son rôle, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du naturel ou du non-pensé. Et puis parce que le BAFA est quand même très, parfois, scolaire, tu vois. Enfin, il y a des codes de... Tu peux réussir à faire croire ou à dire, avoir un discours qui est correct. Enfin, ça reste quand même un stage théorique. Et donc, avec ses limites et en tant que formateur, parfois, tu te dis... j'en sais rien en fait ce qu'il va donner sur le terrain, et puis des fois tu te dis putain, celui-là il est génial, il va tout péter et tout, et puis sur le terrain il vaut pas un clou parce que il est enfermé dans ses... Ben voilà, donc c'est pour ça que je nuance quand même si je comprends ce que tu dis, parce qu'à un moment donné toi tu cherches l'objectivité et je comprends parfaitement parce que t'as pas le choix en vrai. Mais c'est limite, moi je trouve ça limitant parfois. Des fois tu prends des risques aussi. Parce que si elle fait pas sur le terrain, et après, le nombre d'animes qui sont virés en même mieux d'un mois, parce qu'en fait, ça le fait pas. Est-ce que ça va pas du coup ce truc-là en base, tu te dis, bon, ça peut faire, sans vraiment aller avoir creusé l'entièreté du truc. Et à l'inverse, des fois, ouais, des animes qui en base sont incroyables et après sur le terrain, c'est pas fou non plus. Donc, Moi, ce que j'entends, c'est que ça manque d'humanité sur la façon dont on accompagne. En fait, tout le monde s'envoie la patate chaude d'un temps à l'autre. Et ce que tu dis, Sylvain, c'est possible que parce que tu prends les stagiaires et tu les emmènes avec toi. Donc c'est ça, en fait, c'est hyper logique, hyper humain. Là, c'est un gamin qui a un problème, tu vas pas... alors t'as un problème, j'ai bien diagnostiqué, je vais t'envoyer une autre personne qui est dessus. Prends, elle s'y fait. Ça doit être un peu... Même si c'est un peu idéaliste, mais il faut... le parcours... pas homogène, quoi. C'est vraiment, on se renvoie à chacun. Moi je pense pas, mais je vais glisser insidieusement des indices comme quoi c'est pas ouf pour le prochain. Ouais, cette question d'humanité, moi, elle me rappelle aussi, un débat qu'on a eu en jury BAFA sur la question des stagiaires en situation de handicap. Il y a une vraie problématique là-dessus. Au fait, nous, c'est un peu moulé aussi sur les attendus, au fait, de jeunesse et sport, parce que du coup, c'est un peu les lunettes qui nous permettent de tous lire un peu ce parcours-là. Et en fait, les fonctions, théoriquement, ne fonctionnent pas, en fait, avec des stagiaires en situation de handicap, parce que quand on est en fauteuil roulant et on a juste notre télécommande pour avancer, comment on assure la sécurité physique d'un enfant? Enfin, il y avait vraiment cette question-là. Et du coup, nous, en tant que formateur, on s'est posé la question. Est-ce que du coup, elle ne répond pas à un critère? En fait, non. En fait, elle ne sera pas en posture de stage de pratique. Elle sera entourée d'équipes, elle sera accompagnée. Et en fait, on ne peut pas évaluer un stagiaire de la même façon sur la question de la situation de handicap. Et en fait, quand on pose la question au jury, non, les critères, les fonctions ne sont pas malléables selon la situation. Elles ne s'adaptent pas. Elles doivent pas s'adapter. Si la personne ne peut pas assurer la sécurité physique, elle n'assure pas la sécurité physique. Et moi, ça me questionne énormément, quoi. Mais je crois qu'on parle aussi j'ai l'impression qu'on parle des critères pour avoir un brevet, là, le BAFA, qui ne veut rien dire, ou presque, de nos compétences et nos réalités de terrain, quoi. Enfin, on a tous eu des gens non diplômés qui sont géniaux et des BAFA qui ne tiennent pas la route, ou des BFD. Et le parcours d'individualisation dans la formation et l'accompagnement et la réalité du terrain, c'est autre chose que avoir checké les 3 étapes du BAFA et avoir un brevet à la fin, quoi. Des fois, c'est commun, ça se matche bien, mais régulièrement, c'est pas ça qui se joue, quoi. Et peut-être qu'on a aussi, nous, un intérêt comme organisme, comme directeur ou comme collègue animateur, animatrice, de permettre de vivre ça en dehors de toute considération stage satisfaisant, non satisfaisant et brevet à la fin, quoi. Il y a aussi des projets qui vont aller bien avec des personnalités et qui vont être plus complexes avec d'autres. Il n'y a pas un animateur bon, en fait. Il y a des animateurs qui vont être très à l'aise avec un public ou une structure, un rythme, un projet, une méthodologie, une pédagogie, et puis qui vont être perdus et ça ne va pas leur aller aussi à un autre projet. Donc c'est pour ça que c'est compliqué.
Nous, on croisait, tout le monde, je suppose, des animateurs qui ont eu des parcours où ils ont été excellents, ou plutôt très à l'aise, un peu comme un costume sur mesure dans une structure, et puis dans une autre, beaucoup moins, et puis ça colle pas. Même parfois, un groupe d'âge, ça peut... On se dit, ça passe d'une compétence d'un super animateur à un animateur en difficulté. Donc c'est pour ça que... Mais alors, moi, je voulais juste une nuance. Moi, j'ai été souvent nommé le tortionnaire, le méchant, l'inhumain pour le coup, parce que j'entends beaucoup parler d'humanité. Mais en fait, je trouve qu'on a aussi trop de mal aujourd'hui à sanctionner négativement quelqu'un pour lequel on constate qu'il ne fait pas le boulot. Et en fait, il y a souvent ce truc-là émotionnel de dire je vais pas lui refuser son pratique, le pauvre. Non, en fait, les gamins, les pauvres, en fait. Si tu le valides. Et en fait, c'est ce truc-là où, professionnellement, enfin, moi, je l'ai eu en tant que coordinateur, en tant que directeur, en tant que formateur. J'ai pas fait de BAFA, j'ai fait du BAPA de PD. Et quand je vois que sur des séances où tu es censé certifier, en tout cas évaluer quelqu'un, et tu es dans une gestion émotive, enfin, émotionnelle, pour moi, ça n'a pas sa place quand tu dois certifier quelque chose, quand tu dois valider quelque chose. Tu restes factuel. C'est atteint, c'est pas atteint, c'est en voie d'acquisition et compagnie. Et je trouve ça... Enfin, pour moi, il y a une part de risque, en fait, d'être dans cette démarche-là, de laisser sa chance. Moi, on me demande à un instant T d'être là et de faire le point. Enfin, ceci, je pense que tu viens de dire juste là, c'est fin. Moi, j'ai eu sur Gare, j'ai eu une animatrice, tout le monde en disait du bien. Elle est arrivée sur mon équipe avec un projet spécifique. À un moment donné, non, tu ne corresponds pas au minimum qui est demandé. En fait, au revoir. Enfin, pour et pour moi, c'était normal de mettre un avis défavorable à sa reconduction, mais derrière, c'est de se dire, mais pourquoi tu fais ça? Moi, c'est mon instant T, ce que j'ai vu. Ok, tu me dis qu'à côté, mais est-ce que la personne, si je suis en position de responsable, en tout cas de devoir valider ou invalider une situation, faut pas avoir honte aussi de le faire quand on constate ça. Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'on est trop souvent, dans quelque chose de l'ordre de l'émotion, de dire ouais, non, je veux pas être le responsable de l'échec de quelqu'un. J'entends ce que tu dis et en même temps ça me pose un peu la question. Ça rejoint peut-être aussi la première question, mais où on a un fonctionnement un peu particulier, où on n'a pas de stagiaires diplômés ou c'est autre chose, mais il y a des gens, tu peux pas les évaluer en une semaine et en fait ils progressent parce que tu as un accompagnement sur plusieurs mois, parce que ils partent d'une certaine situation et là tu parlais de gens en situation de handicap, mais peu importe, tu peux être aussi avec des parcours différents dans la vie et du coup je comprends ce que tu dis par rapport au stage, mais du coup ça me pose la question aussi du format et de la capacité du format de l'AFA et de BFD, je sais pas, je connais pas très bien, mais à donner une chance aussi à des profils un peu particuliers pour exercer ce métier ou cette fonction, quoi. Non. Moi, je te rejoins c'est pour ça qu'il y a un devoir d'objectivité, je trouve, d'après moi, vraiment d'être le plus objectif possible, de pas être dans de l'interprétation et de noter factuellement les éléments. Et c'est pour ça que je vais encore prôner l'internat, mais en fait, l'internat permet de rencontrer les jeunes. On est vraiment dans une rencontre avec le stagiaire qui est sur des aspects théoriques, mais aussi de vie en collectif. Et en fait, les formateurs, ils sont pas détachés de cette vie du collectif. On vit ensemble, on mange ensemble, on rigole ensemble. Et en fait, on crée cette connexion aussi là avec le stagiaire et on apprend vraiment à les connaître. Par contre, moi, je me suis toujours mis la zone de... En fait, des fois, des stagiaires viennent avec des bagages, ils viennent avec des valises, et des fois, ça a tendance à m'attendrir, à m'affecter. Mais en fait, c'est un peu dur, mais en fait, je le vois que sur une semaine, et je ne peux que l'accompagner et le voir que sur cette semaine-là. Et je peux pas interpréter sur ce qu'il a pu me raconter avant et sur comment je peux me projeter après. En fait, je le vois là devant moi et c'est ce que je vais voir et c'est ce qui va me montrer pendant la semaine que je peux évaluer, en fait, accompagner, évaluer sur cette semaine-là. Et je trouve qu'il y a beaucoup de formateurs qui ont du mal, en tout cas, encore d'après moi, mais qui ont du mal à avoir ce regard-là et du coup qui ont c'est pas une faiblesse parce que c'est pas le bon mot, mais qui vont ne pas valider qui vont valider le stage quand même et qui vont le laisser poursuivre
en sachant tout ça, quoi. Parce qu'ils ont, ce stagiaire a une vie, un parcours qui nous a affectés, quoi. Et peut-être que, en fait, il nous a bernés aussi. J'aimerais bien rebondir sur. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a une responsabilité de formateur formatrice à la toute fin du cursus pour éviter de mettre des éléments pas viables dans toute l'année. Mais ça me dérange le positionnement spécifiquement du BAFA 1. Il y a un truc hyper bizarre où on va fabriquer une appréciation, potentiellement une sanction, de un tiers du parcours. On n'a aucune idée de ce qui va se passer sur les 2 autres tiers du parcours. Alors le pratique est un truc un peu particulier où on va voir comment ça se passe réellement sur le terrain, mais à la fin de 8 jours parfaitement théoriques, devoir juger de comment ça va se passer, je trouve ça extrêmement délicat et on en est à avoir un peu des espèces de stratégies d'être le plus flou dans l'appréciation pour ne pas pénaliser ou mentir sur les stagiaires. Jeunesse Histoire n'est pas spécialement accompagné à cet endroit-là parce que quand on essaye de faire des trucs un peu nuancés avec a bien acquis ça, mais va devoir réfléchir pendant son stage pratique A, et à la fin des 3, on va relire les 3 appréciations, on va constater qu'au début ça c'était pas parfait. Mais ça peut être des trucs tout à fait nuls, genre juste devoir compléter un cahier de d'acti. Sauf que à la fin même du stage 3, en vrai, personne n'a un cahier d'acti, un récap. En vrai, moi, un anime qui n'a pas d'acti, donc ça me terrifie de me dire qu'on va striker le stagiaire parce qu'il n'a pas un cahier complet. Et je trouve qu'il y a vraiment des effets de bord un peu bizarres à ce moment-là, et que les formateurs en sont contraints de réfléchir à la conciliation plus que véritablement à former. Oui, donc tout ça, et quand on a la dernière question ici, ça me questionne aussi des fois sur quand on dit qu'on accompagne des stagiaires. J'ai l'impression que des fois, on va être là assez à savoir s'ils ont envie d'être là ou pas. Et des fois, c'est assez surprenant. Enfin, mon dernier BAFA que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, mais le dernier que j'ai fait, j'ai suivi un stagiaire qui en fait vraiment s'est questionné sur pas s'il était un vrai animateur ou pas, mais juste est-ce qu'il avait envie d'être là ou pas. Et du coup, jusqu'à la fin de son stage, c'était en fait je ne sais pas si je suis pas capable de vous payer. Il était tout à fait capable, il était incroyable, mais je ne sais pas si j'ai envie de faire ça. Et en gros, lui, son cheminement sur la scène, c'était est-ce que je dois être là ou est-ce que je dois partir. Et du coup, c'était aussi vachement intéressant et je trouve qu'on ne se pose pas assez la question en tant que formatrice sur des formations est-ce que vous êtes là pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est pas papa, maman qui ont foyer là tout à fait aléatoirement à ce qu'ils veulent trouver du travail, etc. Et je trouve que quand on arrive sur une formation, il y a cette question-là à se poser, c'est est-ce que vraiment c'est ce que je suis un bon animateur ou est-ce que je suis un bon animateur en devenir, mais plus de qu'est-ce que ça implique d'être animateur. Et donc c'est aussi notre rôle de leur montrer tout ce que ça implique de responsabilité, etc. etc. Et peut-être que in fine, si on les accompagne assez bien dans ce truc, peut-être qu'à la fin, c'est eux qui vont nous dire je crois que j'ai pas envie de passer mon BAFA, et je crois que même si je suis validée, je vais pas poursuivre. Voilà, j'ai un truc. Ça m'est déjà arrivé qu'une stagiaire en appro, l'avant-dernier jour de son appro, me dise Kevin, mais en fait, j'aime pas les enfants. Elle me dit j'aime pas les enfants. Et alors que je l'aurais validé parce qu'en fait tout ce qu'elle nous accompagnait et tout ça, mais on sentait qu'il y avait un truc et du coup on l'a questionné sur le. Et c'est pour ça que dans ce que tu dis, je pense qu'il y a un truc de responsabilité des OF aussi à préparer et à comment on accompagne aussi ces entretiens aussi d'accueil du stagiaire, du milieu de stage et de fin de stage sur comment on amène à discuter avec le stagiaire, comment on amène à le rencontrer. Pour moi, c'est vraiment un moment de rencontre avec lui, de dire qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes choses, tout ça va. Apprendre à connaître l'individu, du coup aussi pour amener à voir pourquoi il a envie d'être là. Est-ce que c'est parce que c'est papa, maman qui l'ont poussé, parce que ses parents ont fait le BAFA et qu'ils ont été directeurs de colo et que du coup, c'est un peu le... Moi, c'est la seule question que je vérifie en tant que formateur, par exemple, c'est celle-ci. Est-ce que tu as envie de faire ? Pratiquement, je trouve que c'est la plus importante. Est-ce qu'on n'est pas sur la même déviance que la pédagogie par objectif, c'est-à-dire en fait en voulant évaluer, en déclinant des critères, des indicateurs très précis, très soi-disant objectifs, qui sont, à mon avis, pas très objectifs,
Est-ce qu'on n'est pas en train d'en perdre le sens même de ce qu'on est en train de faire quand on fait un ACM ou quand on fait une formation BAFA? Parce qu'en fait, en vrai, le BAFA, il n'est pas obligatoire pour faire de l'animation déjà. Donc, et quand moi je regarde les profils des gens qui sont animateurs avec le BAFA ou sans le BAFA, je vois pas une différence folle de compétences entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Donc peut-être que on perd peut-être le sujet en fait qu'on avait au départ. C'était bon, tu veux devenir animateur, on va passer 8 jours ensemble et on va découvrir un peu ce que ça veut dire. Et si tu en as envie, et qui tu es, qu'est-ce que tu pourrais apporter aux enfants, comment... En fait, c'est ça le but. Ou alors j'ai loupé une case, mais en fait, c'est ça, ça devrait être ça normalement. Et en fait, on perd un peu l'horizon avec toute une batterie de critères, d'indicateurs, d'obligations de l'équipe de formateurs qui eux-mêmes, on leur demande, en fait, tout le monde en fait demande plein de choses et au final, on oublie presque. Enfin, moi, il y a plein d'animateurs, ils savent même pas ce que c'est un CE, l'animation volontaire. Ils arrivent en colo, ils savent pas. Alors là, on a loupé quelque chose, quoi, je pense, vraiment, parce que c'est le seul truc à savoir, quoi. Et ce que tu dis, Clémence, moi, je suis d'accord à 2000%. Est-ce que tu as envie, quoi? Vraiment, est-ce que c'est quand même la base, normalement? On passe à la question suivante. Alors, on va faire les 2 questions en une, ça vous dérange pas? Les 2 dernières? Alors, est-ce que le format de la formation... non, ça on l'a déjà dit. Concernant la formation continue, entre ce qui est fait et est-ce que ça produit, est-ce qu'il y a des limites et s'il y avait une réforme à faire générale sur la formation, est-ce qu'il y aurait des propositions, peut-être Ben en premier, Kevin ensuite Quand on a préparé un peu ce temps-là, enfin, moi je me suis interrogé sur la place de la formation continue dans l'animation, même si on a dit un BAFA c'est 3 ans en moyenne, ok, mais il y en a c'est plus longtemps. Les directrices c'est quand même souvent un peu plus longtemps, il y a aussi les animes pro. Moi, le constat que j'ai fait dans ma pratique et les assos avec lesquels j'ai bossé, et peut-être que vous ne serez pas d'accord ou qu'on se complétera, mais il n'y a pas de formation continue institutionnelle, réelle, ni imposée, ni proposée par les services de l'État, par la société en général. En tout cas, moi, je ne l'ai pas croisé. Là, il y a encore pas longtemps, il y a JPA, JEPVA, qui organise un séminaire en ligne sur les VSS en accueil. Moi, je suis organisateur, je ne reçois même pas un mail pour me dire que ça existe. Donc, le peu de choses qui peut-être pourraient participer de cette formation continue, on doit être dans de la veille et aller à la pêche aux infos, alors que, sans forcément parler de l'imposer, même si ça pourrait faire partie d'une discussion de réforme, quoi, mais waouh, quoi. Moi, quand j'ai commencé le BAFA, les anciens, ils disaient, en fait, le BFD, tu es obligé de refaire un stage d'appro. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais on ne pouvait pas renouveler son BFD juste parce qu'on avait fait 6 jours de formation BAFA dans les 5 dernières années. Ça ne suffisait pas, il fallait repasser par une case théorique, échange de pratiques, analyse. Est-ce que c'était bien ou pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que de mon point de vue, la formation continue institutionnelle, elle est complètement défaillante et inexistante. Par contre, et peut-être que ce n'est pas le cas partout, mais il y a des organismes, des organisateurs, organisatrices de séjours qui se donnent les moyens d'accompagner leurs équipes pour proposer des modules de formation, de l'accompagnement, de la réflexion. Enfin, il y a quand même pas mal d'organismes qui font au moins un week-end de prépa en équipe. Alors, est-ce que la prépa, c'est de la formation? Est-ce que c'est que de la prépa? Est-ce que c'est que de la formation? Peut-être que chacun a des expériences différentes. Mais il y a aussi beaucoup d'organismes qui... après, c'est une question de thunes aussi, mais plus ou moins bénévolement, plus ou moins bien fait, permettre des rencontres d'équipe, permettre des formations, notamment des directrices. Voilà, moi où je travaille, on a 2 week-ends par an de formation, réflexion des directrices. Après, on a un week-end de formation, préparation des séjours, mais dans lesquels on inclut de la formation. Un module d'1 heure sur le consentement, un module d'1 heure sur comment décider avec des publics, des choses comme ça. Donc on n'impose pas tout, mais on dispatche un peu de formation. Et puis un week-end de bilan en septembre qui nous permet
de réfléchir collectivement et pas juste nous dans nos bureaux ou nos visites de terrain sur ok, de quoi on a besoin pour la suite et comment le cycle se renouvelle, s'alimente en fonction d'évolution de ce que sont les jeunes, ce qu'est la société, ce que sont les adultes. Moi, j'ai l'impression que c'est insuffisant. C'est déjà pas mal, mais c'est insuffisant. Et effectivement, je m'interroge sur est-ce qu'il y en a qui font autrement ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas l'info, mais qui existent ? Est-ce qu'il faudrait faire des nouvelles propositions de réforme de tout ça ? Comment ? Quoi ? Voilà, le constat. Moi, rapidement, je pense qu'il y a plein d'aides qui existent de financières pour les formations, pour accompagner les équipes, mais qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à identifier. Quand j'ai découvert Uniformation et tout ce qu'il pouvait apporter, je fais on peut faire tout ça avec Uniformation. Il y a des vrais soutiens financiers. Il y a des soutiens qui existent, mais qui sont méconnaissables, qu'on ne connaît pas. Et de toute façon, je pense que dans notre secteur, on l'a vu hier, quand la question du financier est restée sur le tableau, parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, on veut faire de la pédagogie, on veut faire tout ça, mais tout ce qui est financier, on le connaît pas. Et je vais juste rebondir sur le côté un peu étatique, mais ils sont complètement déconnectés de la réalité de ce qu'on fait nous sur le terrain. Quand je suis en jury BAFA et qu'on m'engueule parce qu'il faut mettre des temps sur la VSS, sur nos formations, etc., je fais mais madame, ça fait 10 ans qu'on le fait. Enfin, on vous a pas attendu, on n'a pas attendu le gouvernement pour nous dire et qu'il y ait des scandales, etc., pour parler de l'enfance en danger, des signalements, de la question du consentement, etc. En fait, c'est des sujets que nous, EducPop, on s'en a emparé depuis bien longtemps et que maintenant, l'État nous sanctionne de le faire. En fait, on le fait déjà. Et en fait, c'est complètement déconnecté. Moi, je veux juste rebondir là-dessus parce que ça me trouve l'État, c'est mon côté peut-être un peu révolutionnaire. Moi, j'ai passé une décennie, soit un siècle, etc. J'ai commencé ma carrière où l'État, elle était hyper présente, mais pas en termes de répression, donneur d'ordre, etc., mais d'accompagnement. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans sur le département de l'Oise où il se passait pas un mois sans qu'on ait des rapports des rapports, pas de sanctions, avec le ministère Jeunesse et Sport, dans l'Oise. Moi, je me rappelle encore des prénoms des inspecteurs, des conseillers pistes, etc., des relations. Aujourd'hui, zéro. L'État s'est complètement désengagé de tout ce qui se passe sur le terrain. Je veux dire, moi, ça fait 4 ans que je suis revenu sur le département de l'Oise, je ne connais même pas l'inspecteur. Je ne le connais pas. Alors, je l'ai croisé parce qu'il est venu signer un PEDT, parce qu'il y a des enjeux financiers. Lui, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est, ce gars-là. Qu'est-ce qui va venir nous casser les pieds à nous sanctionner? Donc, je pense que, je suis désolé pour le coup de gueule, mais le rôle là où il faut les remettre à leur place, c'est il faut qu'ils les remettent dans leur mission d'accompagnement, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit. Je veux dire, le BAFA et tout leur délire de gris, quand je vois comment ils nous cassent les pieds pour cette habilitation avec leurs milliers de critères et qu'ils nous laissent mourir sur le terrain, pas possible. Pas possible. T'as parlé du PEDT là ? Ouais, c'est le dernier truc. Ouais, c'est là où j'ai vu. Il y a un vrai truc, dans la formation continue, des agents territoriaux. Cela, moi j'ai le prisme un peu des colos, mais pour travailler en mairie, en collectivité. Très mauvaise expérience. Les équipes sur le terrain avec les enfants ne sont jamais formées, mais jamais. Et en plus, c'est des personnes qui n'ont été jamais en connexion avec de la formation BAFA ou quoi que ce soit. Ce que je disais hier, des fois, c'est des compléments d'emploi et du coup, ils additionnent 3 emplois dans la journée parce que c'est la vie et voilà. Et donc, du coup, en fait, ils ne sont jamais formés. Et pour vouloir lutter, pour moi-même, des fois, former mes équipes, je demande pas de faire venir un intervenant ou quoi. C'est juste moi qui voulais avoir 2 heures pour former et je les ai pas. Parce qu'ils sont lissés à l'année, leur contrat de travail, ils ont 160 heures à faire dans l'année ou je ne sais pas combien. Et donc, du coup, il n'y a pas 1 heure de plus et il faut batailler au mois de mars. Parce que, il est plus là, Laurent. Il faut batailler au mois de mars pour le budget qui va être voté et pour avoir des heures supplémentaires qui ne sont jamais accordées juste pour discuter. Déjà, juste discuter. Tu as tout à fait raison. Moi, je connais bien les collectivités territoriales. Et c'est quand même, il y a une manne d'animateurs hyper importante. C'est ce que vous allez retrouver aussi quelquefois dans les colonités. 4 ans de 0 € de formation sur un accueil de 1000 enfants tous les jours. Mon budget de formation, 0.
la réalité. Et là, c'est pas possible. Tu vois, là, on ne devrait pas. On ne devrait pas laisser faire. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres réalités dans leurs organismes? Voilà, il reste 8 minutes avant de perdre Kevin. Non, mais c'est très bien. Est-ce que on pourrait réagir chacun, peut-être revenir sur la question centrale et est-ce que la formation aujourd'hui elle est adaptée en fait à la réalité des colos, mais on peut élargir aux structures d'animation en général. Et s'il y a des idées de réforme, on prend note, parce qu'on a le pouvoir de... Enfin, je sais pas, toi, Kim. Mais ce que je voulais revenir sur les stagiaires tout à l'heure, c'est que tout ça, je sens qu'il y a un vrai caractère hybride en fait des stagiaires. C'est du public et c'est des futurs encadrants, voire encadrants de public, encore plus maintenant que c'est BAFA à 16 ans et la direction de justice. Et ce caractère hybride, ça concentre en fait toutes les tensions, c'est-à-dire qu'il y a envie d'accompagner du public et en même temps envie d'évaluer des futurs collègues. Et ces futurs collègues, on leur confie quand même des gamins en situation de handicap, des gamins de la société, qui sont enfin pour 3 avec des élus qui ont 3 ans de formation dans leur quotidien. C'est aberrant, je trouve, qu'on soit aussi léger sur ce qu'on demande. Je sais pas, on a plein de problèmes sûrement. Le fait que ce soit institutionnalisé, qu'on se débarrasse des gamins à l'été en polo et qu'on ne regarde pas ce qui se passe, on est des œillères, quand il y a un scandale, on s'étonne. Et ce plat du caractère hybride en fait, de ce pic, il n'est pas du tout mentionné, je crois, en tout cas pas du tout conscientisé, formalisé. Quoi. Je sais pas, ça me fait réagir ce que tu dis sur les gamins de l'ASE. Je pense que je suis en action avec des gamins de l'ASE. Je sais pas ce qu'ils ont de plus ou de moins que les autres. Et moi, j'ai le sentiment, je suis dans un milieu un peu différent de vous, mais j'ai le sentiment que la formation, c'est pas ce qui empêche. Enfin, on peut croire que ça va empêcher les problèmes, mais je suis pas sûr que ça empêche. C'est ça qui va nous. En fait, ça nous met en sécurité, réglementaire ou légale. Du coup, ça nous permet d'éloigner le risque pour nous, mais je suis pas sûr que ça soit ça le vrai problème sur. J'arrive pas trop à dire ce que je veux dire, mais. Non, monsieur. Ouais. Est-ce que tu veux dire que c'est une solution qui est nécessaire mais non suffisante? Je sais même pas si c'est nécessaire. Oui, en tout cas, on présente ça un peu comme une garantie ou je sais pas quoi, alors qu'en fait, ça garantit pas grand-chose. On parle de 3 semaines, hein. Pour moi, c'est une contrainte légale dans tous les cas, parce qu'on peut pas, on a un taux d'encadrement, mais effectivement, ça ne dit rien de la sécurité dans laquelle on va accueillir les enfants, l'accompagnement qu'on va leur proposer, très clairement, quoi. Quand on en a parlé un peu tout à l'heure, moi, j'ai vraiment j'arrive aujourd'hui à distinguer le statut de stagiaire ou diplômé du fait que c'est quelqu'un de plus complexe qui pourrait ne pas répondre à un ou à plusieurs critères de satisfaction, mais faire un super boulot avec ces jeunes-là, à cet endroit-là, dans cette pédagogie-là et pas dans une autre. Et c'est vraiment pour moi aujourd'hui 2 choses différentes, quoi. Et effectivement, est-ce que ça répond aux besoins? Pour moi, non, très clairement. Par contre, c'est une contrainte, et comme on a au moins 50% de nos effectifs qui passent par là, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'en faire un truc un peu mieux que ce qui est fait aujourd'hui, tu vois? Mais ça suffit. Pour moi, ça suffit pas, c'est évident. Mais je suis d'accord avec toi sur la formation et je vais pouvoir passer la formation des DUP. Il y en a qui n'ont pas envie de travailler et des jeunes, quand je travaille avec des animes, pas fan, il y en a. J'adorerais travailler avec eux. C'est juste la différence de considération entre. Il y a un côté, la société se dédouane de ces gamins-là, heureusement qu'il y a des gens spécialisés pour s'en occuper. Il y a un côté un peu comme ça, en mode on se débarrasse mentalement du problème, en mode moi je pourrais pas, ça se entend beaucoup, c'est bien ce que tu fais. Mais moi je peux pas. Et on se dédouane de ça, et par contre dans le colo, on accepte on a le colo, c'est que le BAFA, c'est que le BAFA. C'est que finalement, les capitaines de son équipe de foot, c'est que le BAFA. Alors que derrière, le CEGA est amené à vivre au quotidien, à encadrer, à accueillir des enfants dont on se dit, moi je pourrais pas, surtout pas. Heureusement qu'il y a des gens spécialisés, quoi. Cette différence de considération des colos par rapport au reste de l'éducation et de l'accueil, etc.
Il y a un vrai écart sur l'assertif, qui est en mode voilà, tout le monde passe le Wi-Fi, est-ce que tout le monde veut l'avoir, et voilà. Et les responsabilités, et que là sur le terrain après, tout ce que ça demande comme engagement, comme appétence un peu pour le public. Je reviens sur cette idée de. C'est bien de se poser la question de si on veut travailler avec des enfants et s'il est capable de m'aider au quotidien avant de récupérer la certificat même. Mais je pense qu'on dédouane vachement, encore une fois, l'organisateur de la responsabilité qu'il a de mettre les gens en position de réussite. Parce qu'un animateur, c'est un peu facile de dire ah bah t'es pas compétent. Enfin oui, l'organisateur c'est lui quand même qui met tout le monde au même endroit, avec des règles, qui impose des choses, qui vérifie, qui a la responsabilité quand même de. C'est un peu, il n'est pas que là pour recueillir financièrement. Voilà, il est là quand même pour assurer le truc. Et normalement, il a un projet, normalement, et il est intéressé pour faire vivre des choses. Et il a un peu sa responsabilité de mettre des gens, des jeunes adultes en situation d'animation. Moi, je trouve que la formation, et là, pour le coup, je te rejoins, Quentin. C'est un peu le truc qui dit bon, bah voilà, il est formé BAFA, du coup, c'est pas de ma faute. Si ça marche pas, c'est la faute des animateurs, quoi. Est-ce que c'est pas aussi le fait que le management néolibéral, en fait, c'est l'idée dans les structures d'évaluation d'éducation populaire, et en gros, bah, comme ça marche un management libéral, il y a une fiche de poste avec des missions. T'es compétent parce que t'as pas le diplôme, donc tu remplis les compétences et donc t'es responsable de réussir. Et en fait, c'est ça. En fait, t'embauches dans une structure un peu une astro, et je bosse, voilà. Et en fait, on individualise complètement la responsabilité de tel ou de ce fondateur, sans penser au vocable, au contexte. Effectivement, pour mettre les gens en situation de réussite aussi, et qu'il y ait une formation en palliement, j'ai l'impression qu'il y a un mot sur certains peu, c'est que parfois il y a des personnalités, des stagiaires, des futurs animes qui ont besoin peut-être de plus de temps aussi pour être accompagnés, et que parfois en 10 jours, c'est pas suffisant, quoi. Et des gens qui pourraient être excellents sur le terrain, mais qui en 10 jours n'ont pas le temps de faire certains travail sur certaines choses, et alors qu'ils sont innocents de leur vie et qu'ils pourraient se faire un peu. Il y a aussi la question de à quelle vitesse on passe son BAFA. Moi, je trouve que les étapes, elles sont importantes et aussi de les digérer, de prendre son temps aussi entre chaque stage. Moi, j'ai vu des stagiaires passer, des fois, on était mandaté, il y a des organismes qui sont mandatés pour aller travailler dans une collectivité et le but, c'est d'avoir leur BAFA le plus vite possible. Et du coup, en 3 mois, ils ont leur BAFA. En fait, comment tu fais mûrir aussi ces réflexions-là? En fait, on plante des graines dans l'esprit, au BAFA, moi, c'est comme ça que je le dis. On plante des graines et on laisse pousser ces idées-là. Et des fois, on revient avec ces questions-là et on s'interroge, etc. Mais c'est aussi laisser le temps aux stagiaires de mûrir leur formation. Moi, je ne comprends pas qu'un stagiaire peut faire ça, son parcours en 3 mois. Je trouve que ça manque de délai de réflexion, de laisser mûrir, de grandir aussi, de laisser le temps au temps. Je me pose la question par rapport au format même de la colo, où finalement on n'a pas le temps de laisser mûrir justement ces jeunes durant la semaine, où lui ou la stagiaire papa va être pour sa responsabilité, va être sur le climat, et puis va courir toute la journée, passer sa presse jusqu'à 1 heure, 2 heures, peut-être plus si on vrille un peu pour décompresser, et puis dormir 4-5 heures, 5 heures et bonne nuit, et puis sans avoir le temps de se poser avec soi-même et se dire ok, qu'est-ce qui vient de se passer aujourd'hui, qu'est-ce que j'en tire comme enseignement, en présence non de la direction, mais juste là de faire un bilan de ses compétences et de même comment je me sens, et non c'est pour revenir sur le compo. Est-ce que on a plus cette journée, est-ce que j'ai pris du plaisir à un moment donné, et je me dis que j'ai pas de solution à ça, mais je me dis que le rythme même de la colo c'est déjà très très intense humainement, quand on est qualifié, quand on a un peu d'expérience. Alors quand on débarque, d'autant plus à 16 ans, si on n'a pas d'expérience de la collectivité, on peut prendre une première claque de collectivité, une deuxième claque il y a des enfants là, ouais, faut que j'aille sur le truc, et puis hop, la fatigue, et puis c'est non plus qu'il y ait des publics spécifiques
ah ouais, où ils ont vécu ça, si on vient d'un milieu un peu aisé, un peu précautieux, protégé, on sort au bout de 2 semaines, qu'on s'est un peu essoré, et est-ce que j'ai envie de me replonger là-dedans? La question se pose pour la pérennité après des équipes. Parce que là, on parle de validation ou non de stagiaires, mais est-ce que, justement, est-ce que les stagiaires, une fois validés, vont revenir Pas tous. Voilà. Moi, ça me fait vraiment écho à la discussion d'hier sur comment nos organisations et notre institution, la colo, est bien ou maltraitante, facilitante. Et au-delà du stagiaire ou de la stagiaire BAFA, hein, c'est quel temps et quelle place on laisse aux compétences de chacun, à ce qu'il est, ce qu'elle est, pour en faire une expérience j'arrive comme ça, je ressors obligatoirement différemment. Et j'ai l'impression que souvent on se dit, en fait, t'arrives, tu dois déjà être comme ça, et à la fin, tu seras juste la même chose, on est un peu mieux. Mais voilà, enfin, l'idée qu'un stagiaire BAFA, il arrive, on lui dit, tu fais le même taf qu'un expérimenté. Oui et non, mais enfin non, parce que en fait il fera pas mais même 2 expérimentés ne feront pas le même taf. Pour moi, quand on fait une équipe, on a aussi cette vigilance à qui est capable de faire quoi, qui a envie de bosser quoi dans le sens d'évolution, d'avancer quoi, et quel temps, quel accompagnement on met en place pour que ça se soit possible. Ça, c'est l'idéal. Et après, des fois, oui, on tire sur les gens, et nous-mêmes en direction, on cravache, on n'a pas le temps de s'arrêter, de réfléchir, d'écrire ou de prendre du recul. Mais est-ce qu'on n'arrive pas quand même en amont à se donner un minimum d'intention de faire ça et du coup des moyens organisationnels de le faire? D'expérience, je pense que quand on y fait gaffe avant, on arrive un peu plus, voire bien, que quand on n'a pas réfléchi ces questions-là et qu'on se retrouve au bout de 2 semaines, merde, on a poussé tout le monde à bout, quoi. Et ça me fait un groupe de romans, alors c'est une toute petite digression, mais on parle d'inclusion, de public spécifique, et je remonte sur tes propos, Kevin, mais quelle inclusion dans les équipes d'animation même, quelles animatrices peuvent être en situation de handicap, diagnostiquées, pas diagnostiquées, et quel soutien on veut mettre en place. Et la maltraitance, elle est là, mine de rien, et aussi, alors handicap de santé mentale, combien d'animes ont craqué dans le trollo et qu'on eu vers, je sais pas, je vais faire une idée au fin des bois ou en train de juste l'être allongé parce qu'il y a trop de stimulation par terre. C'est la maltraitance, elle est... Il y a une grande responsabilité des organisateurs de séjour, de se positionner là-dessus et dire, en fait, sur le recrutement, là, tu parles de personnes en situation de handicap ou autre, il y a une vraie responsabilité des organisateurs de séjour, en fait. Les gens ont peur, en fait, il y a la méconnaissance, ils ont peur et ils veulent pas se lancer, je sais pas le bon terme, mais ils ont peur. Ils ont peur. Et en recrutement, moi je te coupe, mais cette peur, cette question-là, c'est un collègue qui me dit, comment en recrutement, on dit, je suis sur le spectre autistique, la colo, je vous le dis, vous m'embauchez pas. Quelle transparence aussi vis-à-vis des organisateurs et communautistes. Moi, c'est une question de besoin spécifique. Je vais le traiter comme un autre collègue qui a d'autres besoins spécifiques et je vais composer une équipe plurispécifique. Et en fait, je vais m'adapter. Je vais composer mon équipe selon là où je peux avoir, en capacité de me donner ou pas. Et en fait, on compose une équipe. C'est le rôle pour moi en premier plan du directeur, mais surtout du directeur qui soit accompagné par l'organisme pour l'accompagner à construire une équipe équilibrée et qui fonctionne avec ses forces, ses faiblesses. Et des fois, les faiblesses deviennent des forces aussi. Mais c'est que des questions de volonté, d'après moi. En fait, c'est que des questions de volonté. Et de ce qu'on se donne le droit de faire, quoi. Et lié à des batailles, parce qu'on a un contexte économique qui nous force et nous contraint à embaucher peu, donc compétents, et donc du coup, l'organisateur est aussi dans un étau en vrai de ok, j'aimerais bien faire ça, mais il y a la réalité économique, réglementaire, la responsabilité de qu'est-ce qu'on va me reprocher si jamais ça marche pas, etc. Dernier mot à qui? À Kevin qui nous quitte, à toi, Anaïs? À Kevin? Non, je sais pas tout. Ouais, c'est l'heure, ouais. Ouais, mais en fait, quand je dis midi, je sais que t'inquiète, tu vas pas louper ton train. Merci.